Demandez-vous, monsieur? Ce que je demande? Ah, c'est vous! Quelle surprise! Que venez-vous faire, Séant? Savoir ma destinée, parler à l'aimable Angélique, consulter les sentiments de son cœur et lui demander ses résolutions sur ce mariage fatal dont on m'a averti. Oui, mais on ne parle pas comme ça de but en blanc à Angélique. Des mystères, et on vous a dit l'étroite garde où elle est retenue. On ne la laisse ni sortir, ni parler à personne, et que ce ne fut que la curiosité d'une vieille tante qui nous fit accorder la liberté d'aller à cette comédie, qui donna lieu à la naissance de votre passion. Et nous nous sommes bien gardés de parler de cette aventure. Aussi ne viens-je pas ici comme cléante et sous l'apparence de son amant, mais comme ami de son maître de musique dont j'ai obtenu le pouvoir de dire qu'il m'envoie à sa place. Voici son père. Retirez-vous un peu et me laissez lui dire que vous êtes là. Monsieur Purgon m'a dit de me promener le matin dans ma chambre. 12 allées et 12 venues. Mais je oubliais à lui demander si c'est en long ou en large. Monsieur, voilà un homme Ne qui parle vient vous... pas, pandarde. Tu viens m'ébranler tout le cerveau. Et tu ne songes pas qu'il ne faut point parler si haut à des malades. Voulez-vous dire, monsieur? Parle bas, te dis-je. Monsieur, Hein? je vous dis que... Qu'est-ce que tu dis? Je dis que voilà un homme qui veut parler à vous. Ouais, qu'il vienne. Monsieur, Et pas si haut, de peur d'ébranler le cerveau de monsieur. monsieur, je suis ravi de vous trouver debout et de voir que vous portez mieux. Il se porte mieux. Cela est faux, monsieur se porte toujours mal. J'ai ouï dire que monsieur était mieux et je lui trouve bon visage. Que voulez-vous dire avec votre bon visage? Monsieur l'a fort mauvais, et ce sont des impertinents qui vous ont dit qu'il était mieux. Il ne s'est jamais si mal porté. Elle a raison. Il marche, dort, mange et boit tout comme les autres. Cela n'empêche pas qu'il ne soit fort malade. Cela est vrai. Monsieur, j'en suis au désespoir. Je viens de la part du maître à chanter de mademoiselle votre fille. Il s'est vu obligé d'aller à la campagne pour quelques jours, et comme son ami intime, il m'envoie à sa place pour donner ses leçons, de peur qu'en les interrompant, elle ne vînt à en oublier ce qu'elle Fort sait bien. déjà. Appelez Angélique. Je crois, monsieur, qu'il sera mieux de mener monsieur à sa chambre. Non, faites-la venir. Il ne pourra lui donner leçon comme il faut, si leçon en particulier. Si fait, si fait. Monsieur, cela ne fera que vous étourdir, et il ne faut rien pour vous émouvoir en l'état où vous êtes, et vous ébranler le cerveau. Point, j'aime la musique et je serais bien aise de... Ah, la voici. Allez vous en voir, vous, si ma femme est habillée. Venez, ma fille, votre maître de musique est allé au champ. Et voilà une personne qui l'envoie à sa place pour vous montrer. Ciel, Qu'est-ce? D'où vient cette surprise? c'est Quoi? Qui vous émeut de la sorte? c'est mon père. Une aventure surprenante qui te rencontre ici. Comment? J'ai songé cette nuit que j'étais dans le plus grand embarras du monde et qu'une personne faite tout comme monsieur se présentait à moi, à qui je demandais secours et qui m'est venue tirer de la peine où j'étais. Et ma surprise a été grande de voir inopinément en arrivant ici ce que j'ai eu dans l'idée toute la nuit. Ce n'est pas être malheureux que d'occuper votre pensée, soit en dormant, soit en veillant. Et mon bonheur serait grand sans doute, si vous étiez dans quelque peine dont vous me jugeassiez digne de vous tirer, et s'il n'y a rien que je ne fisse pour. Ma foi, monsieur, je suis pour vous maintenant, et je me dédie de tout ce que je disais hier. Voici monsieur Diafoirus le père et monsieur Diafoirus le fils qui viennent vous rendre visite. Que vous serez bien engendré. Vous allez voir le garçon le mieux fait du monde et le plus spirituel. Il n'a dit que 2 mots qui m'ont ravi, et votre fille va être charmée de lui. Ne vous en allez point, monsieur. C'est que je marie ma fille et voilà qu'on lui amène son prétendu mari qu'elle n'a point encore vu. C'est m'honorer beaucoup, monsieur, de vouloir que je sois témoin d'une entrevue si agréable. C'est le fils d'un habile médecin et le mariage se fera dans 4 jours. Fort bien. Mandez-le un peu à son maître de musique afin qu'il se trouve à la noce. Je n'y manquerai pas. Je vous y prie aussi. Vous me faites beaucoup d'honneur. Allons, qu'on se range, les voici. Monsieur Purgon, monsieur, m'a défendu de découvrir ma tête.
Vous êtes du métier. Vous savez les conséquences. Nous sommes dans toutes nos visites pour porter secours aux malades et non pour porter de l'incommodité. Et je Nous venons reçois, ici, monsieur, monsieur, avec mon fils beaucoup Thomas et de moi, joie, l'honneur que témoigner, vous me monsieur, faites, et le j'aurais ravissement où nous souhaité sommes, de la pouvoir grâce que vous aller nous chez faites, vous de pour vouloir bien vous nous en recevoir. assurer. Mais vous savez, Dans l'honneur, monsieur, monsieur, ce, ce que votre c'est qu'un alliance pauvre malade qui ne peut nous faire autre assurer chose que que de dans vous les dire choses qui ici. dépendent de notre métier, Il de cherchera toutes même les qu'en tout occasions autre, de vous faire connaître nous serons toujours prêts, monsieur, qu'il est à tout vous à votre témoigner notre service. zèle. Allons, Thomas, avancez, faites vos compliments. Euh, Monsieur, je viens saluer, reconnaître, chérir et révérer en vous un second père. Mais un second père auquel j'ose dire que je me trouve plus redevable qu'au premier. Le premier m'a engendré, mais vous m'avez choisi. Il m'a reçu par nécessité, mais vous m'avez accepté par grâce. Ce que je tiens de lui est un ouvrage de son corps, mais ce que je tiens de vous est un ouvrage de votre volonté. Et d'autant plus que les facultés spirituelles sont au-dessus des corporelles, d'autant plus je vous dois, et d'autant plus je tiens précieuse cette future filiation dont je viens aujourd'hui vous rendre par avance les très humbles et très respectueux hommages. Vive les collèges d'où l'on sort si habile homme. Cela a-t-il bien été, mon père? Optimé. Saluez, monsieur. Baiserai-je? Oui, oui. Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère, puisque l'on... C'est pas ma femme. C'est ma fille à qui vous parlez. Où donc est-elle? Elle va venir. Attendrai-je, mon père, qu'elle soit venue? Faites toujours le compliment de mademoiselle. Mademoiselle, ne plus de moins que la statue de Mammon rendait un son harmonieux lorsqu'elle venait à être éclairée des rayons du soleil. Tout de même me sens-je animé d'un doux transport à l'apparition du soleil de vos beautés. Et comme les naturalistes remarquent que la fleur nommée héliotrope tourne sans cesse vers cet astre du jour, aussi mon cœur d'or en avant tournera-t-il toujours vers les astres resplendissants de vos yeux admirables, ainsi que vers son pôle unique. Souffrez donc, mademoiselle, que j'appande aujourd'hui à l'autel de vos charmes l'offrande de ce cœur, qui ne respire et n'ambitionne autre gloire que d'être toute sa vie, mademoiselle, votre très humble, très obéissant et très fidèle serviteur. Voilà ce que c'est d'étudier. On apprend à dire de belles choses. Eh, que dites-vous de cela? Que monsieur fait merveille, et que s'il est si bon médecin qu'il est bon orateur, il y aura plaisir à être de ses malades. Assurément, ce sera quelque chose d'admirable s'il fait de si belles cures qu'il fait de beaux discours. Allons, vite ma chaise. Et des sièges à tout le monde. Mettez-vous là, ma fille. Vous voyez, monsieur, que tout le monde admire monsieur votre fils, et je vous trouve bien heureux de vous voir un garçon comme cela. Monsieur, ce n'est pas parce que je suis son père, mais je peux dire que je suis chez d'être content de lui, et que tous ceux qui le voient en parlent comme d'un garçon qui n'a point de méchanceté. Il n'a jamais eu l'imagination bien vive, ni ce feu d'esprit qu'on remarque dans quelques-uns, mais c'est par là que j'ai toujours bien auguré de sa judiciaire, qu'elle est requise pour l'exercice de notre art. Lorsqu'il était petit, il n'a jamais été ce qu'on appelle mièvre et éveillé. On le voyait toujours doux, paisible et taciturne, ne disant jamais mot et ne jouant jamais à tous ces petits jeux que l'on nomme enfantins. On eut toutes les peines du monde à lui apprendre à lire, et il avait 9 ans qu'il ne connaissait pas encore ses lettres. Bon, disais-je en moi-même, les arbres tardifs sont ceux qui portent les meilleurs fruits. On grave sur le marbre bien plus malaisément que sur le sable,
Mais les choses y sont conservées bien plus longtemps. Et cette lenteur à comprendre, cette pesanteur d'imagination est la marque d'un bon jugement à venir. Lorsque je l'envoyai au collège, il trouva de la peine, mais il se raidissait contre les difficultés et ses régents se louaient toujours à moi de son assiduité et de son travail. Enfin, à force de battre le fer, il en est venu glorieusement à avoir sa licence et je puis dire sans vanité que depuis 2 ans qu'il est sur les bancs, il n'y a point de candidat qui ait fait plus de bruit que lui dans toutes les disputes de notre école. Il s'y est rendu redoutable et il est ferme dans la dispute, fort comme un Turc sur ses principes, ne démord jamais de son opinion et poursuit un raisonnement jusque dans les derniers recoins de la logique. Mais sur toute chose, ce qui me plaît en lui, et en quoi il suit mon exemple, qu'il s'attache aveuglément aux opinions de nos anciens, et que jamais il n'a voulu comprendre ni écouter les raisons et les expériences et les prétendues découvertes de notre siècle, touchant la circulation du sang et autres opinions de même farine. J'ai, contre les circulateurs, soutenu une thèse qu'avec la permission de monsieur, j'ose présenter à mademoiselle comme un hommage. Je lui dois des prémices de mon esprit. Monsieur, c'est pour moi un meuble inutile et je ne me connais pas à ces choses-là. Donnez, donnez, elle est toujours bonne à prendre pour l'image. Cela servira à parer notre chambre. Avec la permission aussi de monsieur, je vous invite à venir voir l'un de ces jours, pour vous divertir, la dissection d'une femme. Sur quoi je dois raisonner? Agréable. Il y en a qui donnent la comédie à leur maîtresse, mais donner une dissection est quelque chose de plus galant. Au reste, pour ce qui est des qualités requises pour le mariage et la propagation, je vous assure que selon les règles de nos docteurs, il est tel qu'on le peut souhaiter, qu'il possède en un degré louable la vertu prolifique et qu'il ait du tempérament qu'il faut pour engendrer et procréer des enfants bien conditionnés. Pas votre attention, monsieur, de le pousser à la cour et d'y ménager pour lui une charge de médecin? À vous en parler franchement, notre métier auprès des grands ne m'a jamais paru agréable, et j'ai toujours trouvé qu'il valait mieux pour nous autres demeurer au public. Le public est commode, vous n'avez qu'à répondre de vos actions à personne, et pourvu que l'on suive le courant des règles de l'art, on ne se met point en peine de tout ce qui peut arriver. Mais ce qu'il y a de fâcheux auprès des grands, c'est que quand ils viennent à être malades, ils veulent absolument que leur médecin les guérisse. Cela est plaisant, et ils sont bien impertinents de vouloir que vous autres messieurs les guérissiez. Vous n'êtes point auprès d'eux pour cela. Vous n'y êtes que pour recevoir vos pensions et leur ordonner des remèdes. C'est à eux à guérir s'ils peuvent. On n'est obligé qu'à traiter les gens dans la forme. Monsieur, faites un peu chanter ma fille devant la compagnie. J'attendais vos ordres, monsieur. Et il m'est venu en penser, pour divertir la compagnie, de chanter avec mademoiselle, une scène d'un petit opéra qu'on a fait depuis peu. Tenez, voilà votre partie. Moi? Ne vous défendez point, s'il vous plaît, et me laissez vous faire comprendre ce que c'est que la scène que nous devons chanter. Je n'ai pas une voix à chanter, mais ici, il suffit que je me fasse entendre, et l'on aura la bonté de m'excuser par la nécessité où je me trouve, de faire chanter mademoiselle. Les vers en sont-ils beaux? C'est proprement ici un petit opéra impromptu, et vous n'allez entendre chanter que de la prose cadencée ou des manières de vers libres, telles que la passion et la nécessité peuvent faire trouver à deux personnes qui disent les choses d'eux-mêmes, et parler sur le champ. Bien, écoutons. Voici le sujet de la scène. Un berger était attentif aux beautés d'un spectacle qui ne faisait que de commencer, lorsqu'il fut tiré de son attention par un bruit qu'il entendit à ses côtés. Il se retourne et voit un brutal qui de paroles insolentes maltraitait une bergère. D'abord, il prend les intérêts d'un sexe à qui tous les hommes doivent hommage, et après avoir donné au brutal le châtiment de son insolence, il vient à la bergère et voit une jeune personne, qui des deux plus beaux yeux qu'il n'eût jamais vus, verser des larmes. Il trouva les plus belles du monde. Hélas, dit-il en lui-même, est-on capable d'outrager une personne si aimable? Et quel inhumain, quel barbare ne serait touché par de telles larmes?
Il prend soin de les arrêter, ces larmes, qu'il trouve si belles. Et l'aimable bergère prend soin en même temps de le remercier de son léger service, mais d'une manière si charmante, si tendre et si passionnée, que le berger n'y peut résister. Et chaque mot, chaque regard est un trait plein de choses qui puissent mériter les aimables paroles d'un tel remerciement. Et que ne voudrait-on pas faire, à quel service, à quel danger ne serait-on pas ravi de courir pour s'attirer un seul moment des touchantes douceurs d'une âme si reconnaissante? Le pas se sent qu'il y donne aucune attention, mais il se plaint qu'il est trop court, parce qu'en finissant, il le sépare de son adorable berger. Et de cette première vue, de ce premier moment, il emporte chez lui tout ce qu'un amour de plusieurs années peut avoir de plus violent, ne plus voir ce qu'il a si peu vu. Il fait tout ce qu'il peut pour se redonner cette vue dont il conserve nuit et jour une si chère idée. Mais la grande contrainte, où l'on tient sa bergère, lui en ôte tous les moyens. La violence de sa passion le fait résoudre à demander en mariage l'adorable beauté sans laquelle il ne peut plus vivre. Et il en obtient d'elle la permission par un billet l'adresse de lui faire tenir. Mais dans le même temps, on l'avertit que le père de cette belle a conclu son mariage avec un autre et que tout se dispose pour en célébrer la cérémonie. Jugez quelle atteinte cruelle au cœur de ce triste berger. Le voilà accablé d'une mortelle douleur. Il ne peut souffrir l'effroyable idée de voir tout ce qu'il aime entre les bras d'un autre, et son amour au désespoir lui fait trouver un moyen de s'introduire dans la maison de sa bergère, pour y apprendre ses sentiments, et savoir d'elle la destinée à laquelle il doit se résoudre. Il rencontre les apprêts de tout ce qu'il y craint. Il y voit venir l'indigne rival que le caprice d'un père oppose aux tendresses de son amour. Il le voit triomphant, ce rival ridicule auprès de l'aimable bergère, ainsi qu'auprès d'une conquête qui lui est assurée, et cette vue le remplit d'une colère dont il a peine à se rendre le maître. Il jette de douloureux regards sur celle qu'il adore, et son respect et la présence de son père l'empêchent de lui rien dire que des yeux. Mais enfin, il force toute contrainte, et le transport de son amour l'oblige à lui parler ainsi. Phyllis, belle Phyllis, c'est trop souffrir. Rompons ce dur silence, et m'ouvrez vos pensées. Apprenez-moi ma destinée. Faut-il vivre? Faut-il mourir? Triste et mélancolique, les apprêts de l'hymen dont vous vous alarmez. Je lève au ciel les yeux, je vous regarde, je soupire, c'est vous en dire assez. Je ne croyais pas que ma fille fût si habile que de déclamer ainsi à livre ouvert sans hésiter. Hélas, belle Phyllis, se pourrait-il que l'amoureux Tircis eût assez de bonheur pour avoir quelque place dans votre cœur? Oui, Tircis, je vous aime. Oh, parole pleine d'Apas, ai-je bien entendu? Hélas? Redites-la, Phyllis, que je n'en doute pas. Je vous aime, Recommencez 100 fois, ne vous en lassez pas. je vous aime, oui, Tircis, je vous aime. Dieu, roi, qui sous vos pieds regardez tout le monde, pouvez-vous comparer votre bonheur au mien? Mais Phyllis, une pensée vient troubler ce doux transport. Un rival. Je le hais plus que la mort. Sa présence, ainsi qu'à vous, m'est un cruel supplice. Mais un père à ses vœux, vous veut s'assujettir. De jamais y consentir, plutôt mourir, plutôt mourir. Et que dit le père à tout cela? Ah, il ne dit rien. Voilà un sot que ce père-là, de souffrir toutes ces sottises-là sans rien dire. Ah, mon amour. Non, non, en voilà assez. Cette comédie-là est de fort mauvais exemple. Le berger Tircis est un impertinent et la bergère Phyllis une impudente. De parler de la sorte devant son père. Montrez-moi ce papier. Où sont donc les paroles que vous avez dites? Il n'y a là que de la musique écrite. Est-ce que vous ne savez pas, monsieur, qu'on a trouvé depuis peu l'invention d'écrire les paroles avec les notes mêmes? Fort bien, je suis votre serviteur, monsieur. Jusqu'au revoir. Nous nous serions bien passés de votre impertinent d'opéra. Les sottises ne divertissent point. Ah, voici ma femme.
Mamour, voici le fils de monsieur Diafoirus. Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère, puisque l'on voit sur votre visage, Monsieur, je suis ravie d'être venue ici à propos pour avoir l'honneur de vous voir. puisque l'on voit sur votre visage, pu- puisque l'on voit sur votre visage. Madame, vous m'avez interrompu dans le milieu de ma période, et cela m'a troublé la mémoire. Je voudrais, mamie, que vous eussiez été ici tantôt. Ah, madame, vous avez bien perdu de n'avoir point été au second père, à la statue de même nom et à la fleur nommée héliotrope. Allons, ma fille, touchez dans la main de monsieur, et lui donnez votre foi comme à votre mari. Mon père, Eh bien, mon père, qu'est-ce que cela veut dire? grâce, ne précipitez pas les choses. Donnez-nous au moins le temps de nous connaître et de voir naître en nous l'un pour l'autre cette inclinaison si nécessaire à composer une union parfaite. Quant à moi, mademoiselle, elle est déjà toute née en moi. Je n'ai pas besoin d'attendre davantage. Vous êtes si prompt, monsieur, il n'en est pas de même de moi. Et je vous avoue que votre mérite n'a pas encore fait assez d'impression dans mon âme. Oh, bien, bien. Cela aura tout le loisir de se faire quand vous serez mariés ensemble. Mon père, donnez-moi du temps, je vous prie. Le mariage est une chaîne où l'on ne doit jamais soumettre un cœur par force. Et si monsieur est honnête homme, il ne doit point vouloir accepter une personne qui serait à lui par contrainte. Nego consequentiam, mademoiselle. Et je puis être honnête homme et vouloir bien vous accepter des mains de monsieur votre père. C'est un méchant moyen de se faire aimer de quelqu'un que de lui faire violence. Nous lisons des anciens, mademoiselle, que leur coutume était d'enlever par force de la maison des pères les filles qu'on menait mariées, afin qu'il ne semblât pas que ce fût de leur consentement qu'elles convolaient dans les bras d'un homme. Les anciens, monsieur, sont les anciens et nous sommes les gens de maintenant. Les grimaces ne sont pas nécessaires dans notre siècle et quand un mariage vous plaît, nous savons fort bien y aller sans qu'on nous y traîne. Donnez-vous patience si vous m'aimez, monsieur. Vous devez vouloir tout ce que je veux. Et mademoiselle, jusqu'aux intérêts de mon amour exclusivement. La grande marque d'amour, c'est d'être soumis aux volontés de celle qu'on aime. Distinguo, mademoiselle, dans ce qui ne regarde point sa possession, concedo, mais dans ce qui la regarde, nego. Monsieur est frais moulu du collège, et il vous donnera toujours votre reste. Pourquoi tant résister et refuser la gloire d'être attaché au corps de la faculté? Elle a peut-être quelque inclination en tête. En avait, madame, elle serait telle que la raison et l'honnêteté pourraient me la permettre. Ouais, je joue ici un plaisant personnage. Si j'étais que de vous, mon fils, je ne la forcerais point à se marier. Et je sais bien ce que je ferais. Je sais, madame, ce que vous voulez dire et les bontés que vous avez pour moi. Mais peut-être que vos conseils ne seront pas assez heureux pour être exécutés. C'est que les filles bien sages et bien honnêtes comme vous se moquent d'être obéissantes et soumises aux volontés de leur père. Cela était bon autrefois. Le devoir d'une fille a des bornes, madame, et la raison et les lois ne l'étendent point à toutes sortes de choses. C'est-à-dire que vos pensées ne sont que pour le mariage, mais vous voulez choisir un époux à votre fantaisie. Mon père ne veut pas me donner un mari qui me plaise, je le conjurerai, au moins, de ne point me forcer à en épouser un que je ne puisse pas aimer. Messieurs, je vous demande pardon de tout ceci. Chacun a son but en se mariant. Pour moi, qui ne veux un mari que pour l'aimer véritablement et qui prétend en faire tout l'attachement de ma vie, je vous avoue que j'y cherche quelques précautions. Il n'y en a d'aucunes qui prennent des maris seulement pour se tirer de la contrainte de leurs parents et se mettent en état de faire tout ce qu'elles voudront. Il y en a d'autres, madame, qui font du mariage un commerce de pur intérêt, qui ne se marient que pour gagner des douaires, que pour s'enrichir par la mort de ceux qu'elles épousent, et courent sans scrupule, de mari en mari,
pour s'approprier leurs dépouilles. Ces personnes-là, à la vérité, n'y cherchent pas tant de façons et regardent peu la personne. Je vous trouve aujourd'hui bien raisonnante. Et je voudrais bien savoir ce que vous voulez dire par là. Moi, madame, que voudrais-je dire que ce que je dis? Vous êtes si sotte, mamie, qu'on ne saurait plus vous souffrir. Vous voudriez bien, madame, m'obliger à vous répondre quelque impertinence, mais je vous avertis que vous n'aurez pas cet avantage. Il n'est rien d'égal à votre insolence. Non, madame, vous avez beau dire. Et vous avez un ridicule orgueil, une impertinente présomption qui fait hausser les épaules à tout le monde. Tout cela, madame, ne servira de rien. Je serai sage, en dépit de vous, et pour vous ôter l'espérance de pouvoir réussir dans ce que vous voulez, je vais m'ôter de votre vue. Écoute, il n'y a point de milieu à cela. Choisis d'épouser dans 4 jours ou monsieur ou un couvent. Ne vous mettez pas en peine, je l'arrangerai bien. Je suis fâchée de vous quitter, mon fils, mais j'ai une affaire en ville dont je ne puis me dispenser. Je reviendrai bientôt. Allez, Mamour, et passez chez votre notaire, afin qu'il expédie ce que vous savez. Adieu, mon petit ami. Adieu, mamie. Voilà une femme qui m'aime. Cela n'est pas croyable. Nous allons, monsieur, prendre congé de vous. Je vous prie, monsieur, de me dire un peu comment je suis. Allons, Thomas, prenez l'autre bras de monsieur pour voir si vous serez porté à un bon jugement de son pouls. Coup de 10. Dico, que le pouls de monsieur est le pouls d'un homme qui se porte point bien, Bon, qu'il est duriuscule, pour ne pas dire dur, fort bien. repoussant, Bene. et même un peu caprissant, Optimé. ce qui marque une intempérie dans le parenchyme splénique, c'est-à-dire la rate. Fort bien. Mais non, monsieur Purgon dit que c'est mon foie qui est malade. Et oui, qui dit parenchyme dit l'un et l'autre, à cause de l'étroite sympathie qu'ils ont ensemble. Pour la moyenne, les vases brevets du piloré et souvent des méas colidoques. Ils vous ordonnent sans doute de manger force rôti. Non, rien que du bouilli. Eh oui, rôti, bouilli, même chose. Ils vous ordonnent fort prudemment et vous ne pouvez en être de meilleure main. Monsieur, combien est-ce qu'il faut mettre de grains de sel dans un œuf? 6, 8, 10 par les nombres pairs, comme dans les médicaments, par les nombres impairs. Jusqu'au revoir, monsieur. Je viens, mon fils, avant que de sortir, vous donner avis d'une chose à laquelle il faut que vous preniez garde. En passant par devant la chambre d'Angélique, j'ai vu un jeune homme avec elle, qui s'est sauvé d'abord qu'il m'a vu. Un jeune homme? Avec ma fille? Oui, votre petit garçon Louison était avec eux. Qui pourra vous en dire des nouvelles? Ah, envoyez-le ici, Mamour, envoyez-le ici. Ah! L'effronté. Je ne m'étonne plus de sa résistance. Qu'est-ce que vous voulez, mon papa? Ma belle-maman m'a dit que vous me demandez. Oui, venez ça. Avancez là. Tournez-vous et levez les yeux. Mais regardez-moi. Hé! Quoi, mon papa? Là. Quoi? N'avez-vous rien à me dire? Ah, je vous dirai, si vous voulez, pour vous désennuyer, le conte de Podane, ou bien la fable du corbeau et du renard, qu'on m'a apprise depuis peu. Ce n'est pas là ce que je demande.
Quoi donc? Ah, rusé! Vous savez bien ce que je veux dire. Pardonnez-moi, mon papa. Est-ce là comme vous m'obéissez? Quoi? Ne vous ai-je pas recommandé de me venir dire d'abord tout ce que vous voyez? Oui, mon papa. L'avez-vous Oui, fait? mon papa. Je vous suis venu dire tout ce que j'ai vu. Et n'avez-vous rien vu aujourd'hui? Non, mon papa. Non? Non, mon papa. Assurément? Assurément. Oh ça! Je m'en vais vous faire voir quelque chose, moi. Ah! Mon Ah, papa! petit masque, vous ne me dites pas que vous avez vu un homme dans la chambre de votre sœur. Mon papa! Et voici qui vous apprendra à mentir. Ah! Mon papa! Je vous demande pardon. C'est que ma sœur m'avait dit de ne pas vous le dire, mais je m'en vais vous dire tout. Il faut premièrement que vous ayez le fouet pour avoir menti. Puis après, nous verrons au reste. Pardon, mon papa. Non, non, Mon pauvre papa, ne me donnez pas le fouet. vous l'aurez. Au nom de Dieu, mon papa, que je ne l'ai pas. Allons, allons. Ah, mon papa, vous m'avez blessé. Attendez, je suis mort. Ah, qu'est-ce là? Louison! Louison! Ah mon Dieu, Louison! Ah mon fils! Ah malheureux! Mon pauvre fils est mort! Qu'ai-je fait, misérable? Ah! Chienne de verge! La peste soit des verges! Ah mon pauvre fils! Mon pauvre petit Louison! Là, là, mon papa, ne pleurez point tant. Je ne suis pas mort tout à fait. Ah, voyez-vous, le petit rusé? Ah ça, je vous pardonne pour cette fois-ci, et pourvu que vous me disiez bien tout. Oh oui, mon papa. Prenez-y bien garde au moins, car voilà un petit doigt qui sait tout, qui me dira si vous mentez. Mon papa, ne dites pas à ma sœur que je vous l'ai dit. Non, non. C'est mon papa qu'il est venu un homme dans la chambre de ma sœur, comme j'y étais. Eh bien? Je lui ai demandé ce qu'il demandait et il m'a dit qu'il était son maître à chanter. Voilà l'affaire. Eh bien? Ma sœur est venue après. Eh bien? Elle lui a dit: «Sortez, sortez, sortez, mon Dieu, sortez! Vous me mettez au désespoir!» Eh bien? Et lui, il ne voulait pas sortir. Et qu'est-ce qu'il lui disait? Oh, il lui disait je ne sais combien de choses. Et quoi encore? Il lui disait tout ci, tout ça, qu'il l'aimait bien et qu'elle était la plus belle du Et monde. puis après? Et puis après, il se mettait à genoux devant elle. Et puis après? Et puis après, il lui baisait les mains. Et puis après? Et puis après, ma belle-maman est venue à la porte et il s'est enfui. Il n'y a point autre chose? Non, mon papa. Voilà mon petit doigt pourtant qui compte quelque chose. Attendez. Eh! Oui? Oh! Oh! Voilà mon petit doigt qui me dit quelque chose que vous avez vu et que vous ne m'avez pas dit. Ah, mon papa, votre petit doigt est un menteur. Prenez garde. Non, mon papa, ne le croyez pas, il ment, je vous assure. Oh! Bien, bien. Nous verrons cela. Allez-vous-en et prenez bien garde à tout. Allez! Ah! Il n'y a plus d'enfants. Ah, que d'affaires! Je n'ai pas seulement le loisir de songer à ma maladie. Et en vérité, je n'en puis plus. Eh bien, mon frère, qu'est-ce? Comment vous portez-vous? Ah, mon frère, fort mal.
Comment, fort mal? Oui, je suis dans une faiblesse si grande que cela n'est pas croyable. Voilà qui est fâcheux. Je n'ai pas seulement la force de pouvoir parler. J'étais venu ici, mon frère, vous proposer un parti pour ma nièce Angélique. Ah mon frère, ne me parlez point de cette coquine-là. C'est une friponne, une impertinente, une effrontée, que je mettrai dans un couvent avant qu'il soit de jour. Oh, mais voilà qui est bien. Je suis bien aise que la force vous revienne un peu et que ma visite vous fasse du bien.